Imaginez un monde où la gloire n'est qu'un masque doré qui cache des crocs acérés. Un monde où les projecteurs brûlent plus qu'ils n'illuminent, et où les applaudissements se transforment en hurlements silencieux. C'est dans ce monde que vivait Michael Jackson, le roi de la pop. Mais au crépuscule de sa vie, le roi n'était plus couronné d'or, il était couronné de terreur. Quelques jours à peine avant sa mort brutale et mystérieuse, Michael Jackson murmura des mots qui glaceraient le sang de quiconque les entendrait. Des mots prononcés d'une voix tremblante, presque brisée. Tommy Mottola est un diable. Il hésita. Il savait qu'il n'aurait jamais dû le dire. Mais il le dit quand même. Je ne suis pas censé révéler ça, mais je dois vous mettre dans la confidence, c'est un être humain horrible. Puis, plus bas, comme s'il craignait que les murs eux-mêmes ne l'écoutent. Il y a un groupe de personnes, et nous devons continuer notre combat, jusqu'à ce qu'il soit éliminé. Ces mots désespérés furent parmi les derniers que le monde entendit de Michael Jackson. Le roi de la pop ne craignait plus seulement pour sa réputation. Il craignait pour sa vie. Et aujourd'hui, des années plus tard, Katt Williams vient de lâcher une bombe. Une vidéo explosive. Des images qui révèlent enfin pourquoi Michael a été visé par les élites. Parce que oui, nous avons regardé cet homme se faire assassiner sous nos yeux. En direct. Nous savions que ça allait arriver. Il nous l'avait dit. Et nous n'avons rien fait. Son ultime tournée, il l'avait nommée This Is It. C'est fini. Pour un artiste noir, prononcer ces mots n'est jamais une célébration. C'est un adieu. C'est un cri. Quand un blanc dit This Is It, il célèbre une victoire. Quand un noir le dit, il sait que c'est vraiment fini. Et Michael le savait. Il l'a répété, comme une prophétie funeste. This Is It, This Is It. Et ils l'ont tué. Alors la question brûle. Michael Jackson a-t-il été purement et simplement éliminé? À quel point cette conspiration descend elle dans les abysses? Quel secret terrifiant avait-il découvert pour mériter un tel sort? Et pourquoi a-t-il publiquement désigné Tommy Mottola, l'un des hommes les plus puissants de l'industrie musicale, comme un démon incarné? Michael Jackson n'était pas étranger à la controverse. De ses batailles acharnées contre la presse à son ascension légendaire puis à sa chute tragique, sa vie entière s'est déroulée sous les feux impitoyables des projecteurs. Mais dans les mois qui précédèrent sa mort, quelque chose changea. Il devint paranoïaque, terrifié, désespéré. Il sentait les murs se refermer sur lui. Il savait que ses ennemis se rapprochaient, inexorablement. Je ne sais pas si je devrais vous dire ça, mais il y a peut-être un groupe de personnes qui ne veut pas. Ces mots, prononcés quelques jours seulement avant qu'on ne le retrouve sans vie, résonnent encore comme un avertissement ignoré. Michael avertissait son entourage depuis des années. Il répétait à qui voulait l'entendre que les forces qui contrôlaient l'industrie musicale étaient dangereuses. Mortellement dangereuses. Et puis vint le choc. Le monde entier fut secoué. Était-ce vraiment un complot froidement calculé? Ou son mode de vie tragique l'avait-il rattrapé? Non. Michael avait vu l'envers du décor. Il avait plongé trop profondément dans les ténèbres de la gloire. Depuis l'époque des Jackson 5 jusqu'à son règne solitaire, Michael avait passé sa vie entière dans les griffes de cette industrie. Dans les années 90, il commença à entrevoir la face cachée de la célébrité. Son succès était planétaire, mais derrière les rideaux, des forces obscures cherchaient à le briser, à le posséder. Tommy Mottola. Ce nom résonne comme un glas dans l'histoire de la musique. À la tête de Sony Music, l'un des empires les plus colossaux du disque, Mottola contrôlait le destin de légendes, Mariah Carey, Céline Dion et Michael Jackson lui-même. Il décidait qui montait, qui régnait et qui tombait. Mais sous le vernis du glamour se cachaient des accusations bien plus sombres. Des accusations que Michael Jackson osa porter au grand jour. En 2002, il explosa en public. Ce n'était pas une simple querelle d'artistes mécontents. C'était la rage d'un homme qui avait vu derrière le rideau. Tommy Mottola est un diable, lança-t-il, la voix tremblante de colère et de peur. Il accusa Mottola de pratiques mafieuses. Écoute téléphonique, intimidation, manipulation des carrières, tout pour maintenir son emprise absolue. Michael voulait exposer la vérité. Mais défier un tel titan avait un prix. Un prix mortel. Il alla plus loin. Il raconta une conversation glaçante avec Mariah Carey.
Après son divorce tumultueux avec Mottola, Maria s'effondra en larmes devant Michael. Cet homme est maléfique, Michael, il me suit partout, il écoute mes téléphones. Michael la consola, mais il savait. Il savait trop bien. Maria n'était pas un cas isolé. Pour Michael, elle n'était qu'une pièce d'un puzzle monstrueux. Un système qui broyait les artistes vulnérables, qui les vidait jusqu'à la moelle. Tommy Mottola n'agissait pas seul. Il n'était qu'un pion majeur dans un jeu bien plus sinistre, orchestré par les élites qui tirent les ficelles de l'industrie du divertissement. Les mots de Michael envoyèrent des ondes de choc. Mais la presse, les insiders, tous ceux liés à Mottola, étouffèrent l'affaire. On le traita de paranoïaque. De fou. Et pourtant, quelques années plus tard, il était mort. Alors dites-moi, était-ce une overdose accidentelle? Ou le silence définitif imposé à un homme qui en savait trop? Dissicite. Michael l'avait dit. Et pour lui, c'était vraiment fini. Tommy Mottola n'était pas seulement un homme puissant. Non. Il était la figure de proue, le masque élégant d'une classe élite qui se nourrissait de l'exploitation pure et simple du talent. Une élite qui suçait la moelle des artistes jusqu'à les laisser vides, brisés, anéantis. Les accusations publiques de Michael Jackson contre Mottola n'étaient pas un simple acte de rébellion. C'était une déclaration de guerre. Une guerre contre le système même qu'il avait élevé au rang de superstar. Mais en se dressant contre ce monstre, Michael mettait tout en jeu. Sa carrière, sa réputation, et finalement, sa vie. Plus il tentait d'exposer Mottola et les forces occultes qui se cachaient derrière lui, plus le danger grandissait. Dans les mois qui précédèrent sa mort, Michael répétait sans cesse qu'on cherchait à le piéger, à le faire taire. Il savait que ses critiques virulentes contre les élites de l'industrie musicale, Mottola en tête, l'avaient placé dans la ligne de mire. Michael en savait trop. Et ce savoir faisait de lui une menace mortelle. Pour le public, Michael Jackson n'était qu'une star tourmentée. Batailles judiciaires, rumeurs d'addiction, dettes écrasantes. Mais derrière les rideaux, il menait une guerre bien plus vaste. Une guerre contre des figures intouchables, prêtes à tout pour protéger leurs intérêts. À mesure que sa paranoïa grandissait, les forces qui conspiraient contre lui se resserraient. Ce qui avait commencé comme une querelle publique avec Mottola devint une lutte privée, une lutte pour survivre. Dans les semaines précédant sa mort soudaine, la vie de Michael Jackson n'était plus qu'un tourbillon de chaos, de paranoïa et d'une terreur écrasante. Le monde le voyait encore comme le roi de la pop, un être plus grand que nature, qui avait hypnotisé des millions avec sa musique et ses performances légendaires. Mais en coulisses, c'était un homme acculé. Isolé. Terrifié. Cette peur n'était pas passagère. Elle était ancrée profondément, nourrie depuis des années. Et dans les derniers mois de sa vie, Michael commença à semer des indices, des avertissements, comme s'il pressentait qu'une ombre sinistre allait s'abattre sur lui. En 2017, l'un de ses amis les plus proches, Michael Jacobshagen, révéla un détail qui glaça le sang de millions de fans et de théoriciens du complot. Jacobshagen, qui avait été ami avec Jackson pendant plus de 20 ans, confia que, quelques semaines seulement avant sa mort, Michael lui avait remis 13 lettres manuscrites. Ce n'étaient pas de simples réflexions personnelles. Non. C'étaient des appels au secours. Des cris étouffés. Dans ces lettres, Jackson écrivait noir sur blanc. Ils essaient de me tuer. J'ai peur pour ma vie. Il ne s'agissait pas de peur vague ou irrationnelle. Michael avait des raisons concrètes de croire qu'un complot se tramait contre lui. Au fil des années, il avait maintes fois dénoncé les figures puissantes de l'industrie qui cherchaient à le contrôler, à le manipuler. Ses accusations publiques contre Tommy Mottola, cet homme qu'il qualifiait de diable et de mal absolu, n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Pour Michael, ses forces ne voulaient pas seulement détruire sa carrière. Elles voulaient mettre fin à ses jours. Les lettres révélées par Jacobshagen dessinaient le portrait d'un homme piégé, sans issue. Il mentionnait spécifiquement la pression écrasante exercée par AEG, le promoteur des 50 concerts prévus à l'O2 Arena de Londres. Dans l'une des lettres, il écrivait « AEG me met une pression énorme. J'ai peur pour ma vie. » Il sentait que ceux qui étaient censés relancer sa carrière orchestreraient en réalité sa chute, définitive. Ce n'était pas qu'une question d'argent ou de contrat. Michael était convaincu d'être confronté à un réseau caché d'élite, un réseau capable de ruiner une vie, de la prendre, et de réécrire l'histoire ensuite.
Dans ses lettres, on sent qu'il avait compris que son temps était compté. Il semblait s'être résigné à un destin tragique. Comme s'il savait que, quoi qu'il fasse, ses forces allaient l'engloutir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était laisser derrière lui ses messages, ces miettes de vérité, pour que le monde les découvre après son départ. Mais qui visait-il exactement? Était-ce seulement Mottola et les cadres d'AEG? Ou y avait-il quelque chose de bien plus sombre, une conspiration plus vaste, plus complexe, pour le réduire au silence à jamais? Certains d'entre nous sont contre les Illuminati, et nous le payons au prix fort. Quand on s'oppose aux Illuminati, on se fait frapper au visage, encore et encore. Ces mots viennent de Cat Williams lui-même. Dans une vidéo qui circule sur Internet, le comédien lâche des missiles de vérité sur la mort du plus grand musicien de tous les temps. Sans filtre, il insinue que Michael Jackson a été éliminé, sous nos yeux, par des joueurs de l'industrie. Tous les rapports officiels parlent d'une overdose médicamenteuse. Mais selon Cat Williams, tout était planifié. Michael le savait. Il nous avait lancé des indices, mais nous n'avons pas compris. L'un de ces indices? Le nom de sa dernière tournée, DC Sit. Il savait que c'était la fin. Qu'il n'y aurait pas de prochaine tournée. Qu'il ne survivrait pas. Lors de la conférence de presse de mars 2009, il l'avait annoncé devant des milliers de fans en liesse. Ce seront mes derniers spectacles à Londres. DC Sit. DC Sit. Et quand je dis DC Sit, ça veut vraiment dire DC Sit. Ce n'était pas une célébration. C'était un adieu. Un abandon. Il était épuisé de lutter contre le mal qui gangrénait l'industrie. Cat Williams en est convaincu, la mort de Michael Jackson était préméditée par les grands de l'industrie, ceux qui craignaient le pouvoir immense qu'il détenait. Michael avait écrit de nouvelles chansons. Il répétait des heures par jour. Mais à mesure que la date du premier concert approchait, son comportement devenait plus erratique. Émotionnellement fragile, physiquement amaigri. Sa maquilleuse, Karen Faye, l'avait vu changer radicalement. En avril 2009, il était encore joyeux, même s'il était mince. En juin, il n'était plus le même homme. Il agissait comme une personne que je ne reconnaissais pas, confia-t-elle. Lors d'une répétition mi-juin, il semblait stoïque, mais terrifié. Il répétait sans cesse. Pourquoi est-ce que je ne peux pas choisir? Choisir quoi? Choisir de vivre? Choisir de parler? Ou choisir de se taire, pour survivre? Le piège s'était refermé. C'était l'une des phrases qu'il répétait, encore et encore. Pourquoi je ne peux pas choisir? Karen Faye, sa maquilleuse qui le connaissait depuis des décennies, n'avait jamais vu Michael Jackson aussi émacié. Aussi vide. Aussi effrayé. Que s'était-il passé entre avril et juin 2009 pour transformer le roi de la pop en une ombre de lui-même? Quelle force invisible avait achevé de le briser? En mai 2009, AEG Live engagea le Dr Conrad Murray comme médecin personnel exclusif de Michael pour la tournée. Officiellement, il devait s'assurer que l'artiste soit en état de tenir 50 dates consécutives. Mais très vite, on apprit qu'il n'y avait même pas de contrat écrit avec Murray. Étrange, non? Michael souffrait depuis des décennies. Brûlure au crâne lors du tournage d'une pub Pepsi en 1984. Blessure au dos quand un pont suspendu s'était effondré sous lui lors d'un concert à Munich en 1999. Insomnie chronique après chaque spectacle. Anxiété diagnostiquée. Depuis longtemps, il dépendait d'un cocktail de médicaments prescrits. En 2007, une pharmacie de Beverly Hills avait même porté plainte contre lui pour une facture impayée remontant à 2005. Un ancien employé déclara sous serment que Michael avalait parfois 30 à 40 Xanax par nuit. À mesure que les répétitions de « DC Sit » avançaient, la fatigue le terrassait. Il ne dormait plus. Entre deux sessions, il se plaignait « Je suis épuisé, je n'arrive pas à dormir ». Conrad Murray avoua plus tard avoir administré du propofol au chanteur, cette anesthésique chirurgicale, pour l'aider à trouver le sommeil. Le 13 juin 2009, après une répétition catastrophique, Michael manqua celle du lendemain sur conseil de Murray. Kenny Ortega, le metteur en scène, témoigna qu'AEG avait été ferme. C'était à Murray de le remettre sur pied et de le faire venir aux répétitions. Mais Michael ne revint pas pendant une semaine entière. Quand il réapparut le 19 juin, Ortega le trouva perdu, gelé, terrifié. Il voulut arrêter la production.
Il ne voulait pas briser le cœur de Michael, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Dans une série de mails aux dirigeants d'AEG, Ortega écrivit que Michael montrait des signes de paranoïa, d'anxiété aiguë, de comportement obsessionnel. Il demanda qu'un psychiatre l'évalue. Le 20 juin, lors d'une réunion chez Michael, Conrad Murray affirma que le chanteur était physiquement et émotionnellement capable de tout gérer. Et qu'il était le seul à pouvoir prendre ce genre de décision. Après presque 10 ans d'absence des scènes, après le procès qui avait failli détruire sa légende, Michael avait besoin d'un retour triomphal. Le plus grand comeback de l'histoire. Les enjeux étaient immenses. Le spectacle devait continuer. Coûte que coûte. Le 23 juin, Michael revint, métamorphosé. Plein d'énergie. Joyeux. Ortega était aux anges. Murray admit plus tard avoir arrêté le propofol pendant 2 nuits. Un expert du sommeil confirma, on peut se remettre rapidement d'une forte dépendance à ce médicament. Le 24 juin, Michael quitta sa maison vers 19h pour ce qui serait sa dernière répétition au Staples Center. Ceux qui étaient présents se souviennent d'un homme en forme, maître de la scène. La répétition se termina autour de minuit. Il serra ses danseurs dans ses bras. Remercia l'équipe. Dehors, il salua même les quelques fans rassemblés devant sa résidence louée. Pour la première fois depuis longtemps, Michael se sentait positif. Prêt à offrir au public le spectacle qu'il méritait. Mais il était déjà trop tard. Très vite, la fatigue revint. Murray, inquiet de l'addiction au propofol, administra d'abord du Valium, puis d'autres sédatifs. Michael suppliait pour son « lait », c'était ainsi qu'il appelait le propofol. Murray résista, jusqu'au milieu de la nuit. Il céda. Il ajouta le propofol à la perfusion. Le 25 juin 2009, le monde perdit l'un de ses plus grands génies. Officiellement, overdose d'anesthésiques et d'antidépresseurs prescrits. Le médecin personnel avait administré les substances la nuit précédente. Mais les circonstances soulèvent encore des questions qui brûlent l'âme. Pourquoi Murray abandonna-t-il son patient vulnérable? Pourquoi ne révéla-t-il pas au secours quel médicament il avait injecté? Le rapport du coroner montra que les doses étaient létales. La colère explosa. Les fans réclamèrent justice. Conrad Murray fut inculpé d'homicide involontaire. Il plaida non coupable, j'ai dit la vérité. La vérité finira par triompher. Le procès dura 6 semaines. Le 29 novembre 2011, il fut condamné à 4 ans de prison, la peine maximale. Mais pour la famille, pour les fans, c'était trop peu. Beaucoup trop peu. Les théories se multiplièrent. L'une d'elles domine encore, Michael Jackson a été éliminé délibérément. Et le docteur était dans le coup depuis le début. Michael Jackson aura passé sa vie à lutter pour le contrôle. Contrôle de sa carrière. Contrôle de son image. Contrôle de sa vie. Mais à la fin, ceux-là même qu'il craignait ont tout pris.